on va dire que je suis négatif, mais je connais quelqu'un qui est passé en ce moment, qui est un peu, qui n'a pas d'emploi, qui ne sait plus très bien regarder, qui est allé dans un truc qui s'appelle les écoles de la deuxième chance. C'était une espèce de formation qui, quand on regarde ça d'un petit peu près, on déchante souvent. C'est-à-dire que ces écoles de la deuxième chance, c'est ce qu'on appelait il y a quelques années des stages parking. Moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, Monsieur Hollande avait dit si j'arrive pas à casser le chômage, je ne me représenterai pas. Il n'y arrive pas du tout. Le chômage ne fait qu'augmenter. Et si le chômage augmente, c'est d'ailleurs même pas de la faute de Hollande. Il n'y est pour rien, puisqu'il n'est que là-dedans, il n'est que le pilote d'un avion qui est destination désastre, dont il n'est pas maître des politiques, il n'est pas maître du plan de vol, il n'est pas maître du carburant. Le carburant, c'est l'euro, qui nous coûte beaucoup trop cher. Le plan de vol, c'est un désastre. Il consiste à démanteler toutes les protections. C'est l'article 63 qui favorise toutes les délocalisations. Donc le chômage ne peut faire qu'augmenter. Voilà, c'est pas M. Macron avec ses autocars et son ubérisation de la société ça crée quelques milliers d'emplois. Ça d'ailleurs, ça déstructure les sociétés, les professions réglementées, ça précarise, ça participe du mal-être des Français. En France, chacun aime bien avoir son petit truc, son petit privilège, sa petite société, sa profession réglementée. On est comme ça remonte aux Gaulois, ça fait plus de 2000 ans. On veut absolument nous mettre dans une société de la jungle où l'homme est un loup pour l'homme, où il n'y a plus de réglementation. Ça, c'est une société prétendument plus performante économiquement. Ça reste d'ailleurs à démontrer, parce qu'il faudrait voir que les Américains sont dans la panade également. Mais c'est une société qui est lourde en matière de stress, en matière de violence au travail, de violence ressentie, de mal-être. Je rappelle quand même que l'indice de développement humain de l'Organisation des Nations Unies, le PNUD, met en numéro 1 dans les pays où on vit le plus heureux au monde, c'est la Norvège, et ensuite la Suisse. Or, la Norvège, c'est le pays au monde, un des pays au monde avec la Suisse, avec la Suède et la Finlande, et le Danemark, où les prélèvements obligatoires sont les plus importants. Donc moi, je ne suis pas du tout favorable à une société de cette nature. En attendant, c'est comme ça qu'on va. Et comme le chômage ne fait qu'augmenter, Monsieur Hollande, il fait quoi on a sorti au maximum des statistiques du chômage et donc on pouvait sortir. Et comme le chômage ne fait qu'augmenter, je pense que c'est malheureusement du maquillage statistique. On va créer des grands plans de formation, puis on va mettre des centaines de milliers de personnes en formation. Donc comme ils seront en formation, ils toucheront 3 francs 6 sous de plus que s'ils sont au chômage. On les sortira des statistiques du chômage, on les mettra en formation. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement la même situation. Ça veut dire exactement la même situation. C'est pas un problème de formation, c'est d'abord et avant tout un problème je ne vais pas le redire, la compétitivité externe, l'euro, le fait que nous ne sommes plus maîtres, il n'y a plus les protections minimales de notre société. C'est d'ailleurs le fait qu'on perd on perd nos industries, on perd et tout ça se constate d'ailleurs dans la plupart des pays développés, hein. Les États-Unis et puis les pays de l'Union européenne pour la plupart d'entre eux. C'est pas pour rien que les pays d'Europe qui se portent le mieux, selon l'indice de développement humain, c'est justement la Norvège, la Suisse et l'Islande, qui ne sont tous les trois pas dans l'Union européenne ni dans l'euro. Et parmi les pays qui sont dans l'Union européenne, ceux qui se portent le mieux, c'est le Danemark et la Suède, qui certes sont dans l'Union européenne, mais ne sont pas dans l'euro. Voilà. Donc pour répondre à votre question, moi, ces histoires de formation, c'est du pipeau, enfin je le crois profondément. C'est du window dressing, comme on dit, c'est-à-dire du maquillage. Voilà. Quant au droit du travail, je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement. Actuellement, les nouvelles orientations, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure sous le terme d'inversion des normes. C'est-à-dire que ça correspond d'ailleurs à des recommandations venues de la Commission européenne. Donc une recommandation, c'est pas une obligation absolue de faire, mais c'est une forte pression pour faire, puisque ça préfigure une directive à venir. Et les recommandations qui sont faites à la France, dans le cadre notamment des fameuses grandes orientations de politique économique, vous connaissez, c'est l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, eh bien c'est justement la flexibilisation, modernisation du droit du travail. Ça, ces mots, flexibilisation, modernisation, ça veut dire démantèlement du droit du travail. On retombe sur une politique qui est menée depuis maintenant une quinzaine d'années. On nous promet depuis 15 ou 20 ans que c'est en démantelant
tous nos acquis sociaux, qu'on va arriver au bonheur sur Terre et à plus de croissance, plus d'emplois, etc., on constate que c'est l'inverse qui est vrai. En même temps de ça, on voit que les Français dépriment et s'appauvrissent. Il y a quelques mois, c'était sorti, oui, ça fait plusieurs mois, peut-être même peut-être 1 ou 2 semestres, il y avait eu un article terrible, je ne sais pas si vous l'aviez vu, qui montrait qu'il y avait dans l'Union européenne 120 millions de personnes au seuil de pauvreté. Et la pauvreté ne fait que se développer en France. C'est pas en précarisant les gens à outrance qu'on va améliorer qu'on va lutter contre ça. Au contraire, on va accélérer ce phénomène. Oui, enfin, d'abord je connais Jacques Sapir, puisqu'on a déjeuné ensemble à sa demande il y a 2 ans dans un restaurant japonais à Paris. Donc en tête-à-tête, je le connais assez bien. Il avait, avec un autre économiste, Philippe Murer, ils ont fait, il y a, je crois, ça fait peut-être 1 an et demi, peut-être même, oui, je crois que c'était peut-être en 2013, fin 2013, ça va peut-être même faire 2 ans. Je me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Ils avaient fait une étude sur justement des scénarios de sortie. Il y avait 9 scénarios. Alors ils avaient fait tourner des modèles économétriques. Bon, ça vaut ce que ça vaut. En économie, vous savez, l'économie n'est pas une science. En tout cas, c'est pas une science exacte. C'est une science humaine, comme on dit. C'est comme la psychanalyse, c'est comme l'astrologie et ce genre de choses. C'est-à-dire que voilà, si les prévisions économiques étaient exactes, ça se saurait. En général, les prévisions économiques sont toujours démenties par les faits. Bon. Donc c'est pas une science exacte, on essaie de rationaliser les raisonnements. Donc ce qu'ont dit Sapir et Murer dans leur étude de fin 2013 n'est pas à prendre au pied de la lettre. Cela étant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait quand même une étude approfondie en faisant tourner des modèles économétriques informatiques, et ils en ont tiré en effet les conclusions que si on sortait de l'euro et que si on récupérait une monnaie nationale, et si il y avait pendant un certain temps une suspension de la libre circulation des mouvements de capitaux, et si cette nouvelle monnaie nationale perdait quelque chose comme 10% de sa valeur, c'était par rapport à l'euro de l'époque, hein, mais c'était pas 50%, mais par rapport au taux de référence du dollar, quelque chose comme 10 ou 15%, sous toutes ces conditions, eh bien, ils constataient, d'après les modèles qu'ils avaient, qu'on aurait assisté à une diminution très rapide du taux de chômage, et aussi à d'autres phénomènes bienfaisants, notamment un début de réindustrialisation de la France. Il y avait quelques phénomènes négatifs, notamment concernant les assurances-vie, de mémoire. Les actifs en termes d'assurance-vie se déprécieraient un petit peu pendant 3-4 ans, mais après ils reviendraient. Il y avait aussi un impact sur les évolutions sur les actifs immobiliers. Bon, moi, il se trouve que j'avais évoqué, là c'est une petite confidence, mais j'avais une réunion que j'ai eue à Bercy, j'avais demandé au directeur du Trésor de l'époque ce qu'il pensait de ce rapport. Je suis pas sûr qu'il l'avait lu d'ailleurs. Enfin, il m'avait dit qu'il n'en partageait pas les conclusions. Voilà, c'est tout. Et il m'avait absolument pas expliqué pourquoi. Ça prouve quoi? Ça prouve que simplement les prophéties en matière économique dépendent éminemment de la personne qui les formule. Vous avez, si vous écoutez Jacques Delors ou je sais pas qui, ou François Barouin, etc., qui avait été ministre des Finances, je vous le rappelle, ou Michel Sapin, ils vous diront que si jamais on sortait de l'euro, ce serait une apocalypse, ça coûtait une espèce d'Armageddon invraisemblable. Si vous écoutez maintenant des gens comme Jacques Sapir, qui est quand même beaucoup plus proche de ce que nous disons nous, et qui est loin d'être un imbécile, c'est quand même un universitaire, il travaille à l'Institut des études en sciences sociales, et il a des raisonnements qui se tiennent très bien. Lui, il arrive à des conclusions totalement différentes. Je me rappelle qu'il y avait une étude qui avait été faite par Natixis, donc ça n'a rien à voir avec Sapir, mais qui avait été faite donc par l'économiste en chef de Natixis, peut-être en 2011 ou 2012, qui arrivait à des conclusions un petit peu de la même nature. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça serait plutôt positif. Hein. Voilà, moi je suis, et nous pensons que c'est un phénomène éminemment positif qui se mettrait en marche. La chose la plus drôle, je terminerai là-dessus, qui avait été dite, je l'ai déjà cité, c'est il y a un économiste américain qui est un bel esprit, qui s'appelle Joseph Stiglitz, qui a été notamment à la Banque mondiale et qui a écrit des ouvrages qui sont tout à fait intéressants. Il y en a un qui a été traduit en français qui s'appelle La mondialisation sans illusion, qui est une espèce de descente en flamme
de la politique menée par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sous influence américaine dans les pays en voie de développement, c'est vraiment c'est très intéressant à lire et tragique. Et Joseph Stiglitz, qui a été prix Nobel d'économie, enfin ça n'existe pas le prix Nobel d'économie, c'est le prix de la Banque royale de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel. Vous savez que Alfred Nobel n'avait pas créé le prix Nobel d'économie. Ce prix dit prix Nobel d'économie a été créé dans les années 60. Donc Joseph Stiglitz a eu ce prix Nobel d'économie parce pour ses travaux sur l'information asymétrique. Et Stiglitz a dit au moment de l'affaire grecque, alors ça c'est ça qui est quand même très rigolo, il a dit que la chose la plus grave qu'il y avait à attendre si la Grèce sortait de l'euro, c'est le moment où on parlait de la sortie de la Grèce de l'euro, rappelez-vous, que le plus grand risque qui était encouru, c'est que dans 2 ans, la Grèce se porte beaucoup mieux. Et c'était très rigolo de dire ça parce que c'est exactement la vérité. Pourquoi le risque le plus grand? Mais parce que, bien entendu, ça administrerait la preuve aux autres pays, aux autres peuples, petit 1, qu'on peut sortir de l'euro, et petit 2, que les pays redeviennent bien. Voilà. Or, c'est évidemment ce que surtout les européistes de façon générale, et Washington en particulier, c'est la preuve qu'ils ne veulent jamais administrer. C'est pour ça que les Américains ont été vent debout et ont forcé notamment Mme Merkel à maintenir la Grèce dans l'euro parce qu'ils ne veulent surtout pas que les peuples découvrent le pot-au rose, c'est-à-dire qu'un pays comme la Grèce sort de l'euro et 2 ans après il se porte beaucoup mieux. Voilà. Alors, je ne suis pas au jour le jour cette campagne. On n'est pas encore entré d'ailleurs dans le vif du sujet. On est encore les gens font encore campagne pour se faire connaître, puisque les primaires n'ont même pas encore commencé. On verra quand les primaires commenceront ce qui va se passer. Je regarde quand même évidemment d'un œil tout ceci. Je vois qu'il y a quand même quelqu'un qui a l'air de faire quand même un tabac, c'est quand même Donald Trump, côté républicain, qui tient parfois des propos absolument ahurissants, enfin des propos d'une vulgarité ou d'une misogynie que j'ose même pas répéter. Enfin, je sais pas si vous avez suivi le truc, c'est des trucs assez incroyables. En France, ça ferait un scandale. Ça fait un peu scandale aux États-Unis, mais actuellement, il caracole en tête chez les républicains, Donald Trump. Au passage, d'ailleurs, il ne dit pas d'ailleurs que des insanités, il dit aussi parfois des choses qui sont assez rigolotes, ou voire il met les pieds dans le plat. Il a dit il y a quelques jours que c'était Obama et Hillary Clinton qui avaient créé Daesh. Mais ça n'a pas été repris en France. Voilà. Je ne sais pas, je ne crois pas que sur sa notice Wikipédia, on ait mis que M. Donald Trump était complotiste. Je le signale à M. Rudi Reichstadt, et on est l'aiguillé. Il faudrait peut-être que vous mêliez un petit peu cette affaire, vous rajoutiez une ligne là-dessus, parce que bon. Donald Trump, c'est quoi? C'est un milliardaire qui a son avion personnel, on peut même le voir sur Internet et tout. En fait, il est en train d'administrer la preuve que lorsque vous êtes multimilliardaire, que vous possédez des quantités de journaux et de médias, vous pouvez dire ce que vous voulez. Voilà. C'est un peu l'illustration de ce que je disais avec Tocqueville. Les gens voteront comme on le leur dira. Ça prouve la démocratie américaine est très très malade. Ça prouve le poids du fric là-dessus. D'ailleurs, Donald Trump a fait scandale il y a quelques mois dans un débat en expliquant qu'il avait... c'est lui qui donnait à manger à Hillary Clinton, puisque vous parlez d'elle, que Mme Clinton était venue au mariage de sa fille, à lui, Donald Trump, parce qu'il l'avait arrosé de dizaines de millions de dollars pour sa campagne. Il montrait le peu de cas qu'il faisait du personnel politique américain. Alors, côté démocrate, on parle beaucoup de Clinton. Il y a quelqu'un dont on ne parle pas du tout en France, mais il faudrait quand même y jeter un œil. C'est un type qui s'appelle Bernie Sanders. Je ne sais pas si vous l'avez... parce que Bernie Sanders, c'est un type qui est à la gauche du Parti démocrate et qui tient des propos qui sont quand même intéressants. Bon, c'est pas le révolutionnaire que certains peuvent imaginer, mais quand même, il dit des choses qui sont quand même tout à fait en décalage par rapport
à beaucoup de ce qui est actuellement, qui tient le haut du pavé à Washington et dans les médias américains, notamment sur la politique aventureuse au Moyen-Orient, notamment sur la politique agressive des États-Unis, notamment sur la mondialisation. En fait, il y a des propos qui sont quand même tout à fait à noter. Je note d'ailleurs au passage qu'il a eu le soutien, ce qui est quand même souligné, d'un grand intellectuel de l'allégorie de l'intellectuel de gauche américain, qui est Noam Chomsky, qui l'a soutenu. Or, ce Bernie Sanders, mine de rien, fait son petit bonhomme de chemin, et selon je ne sais quel cercle d'études de je ne sais quelle université, qui paraît-il ne s'est jamais trompé depuis les années 60, il pourrait être qui a fait des martingales, voilà, il pourrait avoir ses chances pour devenir le prochain président. Mais on n'en parle pas en France, c'est dommage, parce qu'il faut suivre les différents candidats. On se focalise côté démocrate sur la personne que vous venez de dire, de Madame Clinton. Madame Clinton, c'est une personne peu recommandable. En France, où les médias en France ont présenté Madame Clinton comme si c'était une brave femme qui avait été un peu cocufiée par son mari. C'est comme ça qu'elle est présentée, en gros. Et puis c'est une brave femme avec un sourire. Et puis bon, c'est une femme qui est peu recommandable. Ben voilà, elle est mêlée à des affaires de corruption, de scandale. Je crois qu'il y en a encore un qui est sorti sur je sais plus si c'est Boeing, je sais plus quelle entreprise du complexe militaro-industriel. C'est quelqu'un qui bouffe à tous les râteliers. Donald Trump lui-même l'a dit enfin, c'est extrêmement humiliant ce qu'il a dit. Il a dit que Mme Clinton, elle était son obligée, sa domestique, quasiment. Il l'avait financée. Et Mme Clinton, elle est effectivement dans la main des néoconservateurs et des plus agressifs. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait elle-même. Sa politique, c'est une politique terrifiante, mademoiselle, sous son pontificat, si j'ose dire. Pendant qu'elle a été ministre des Affaires étrangères du département d'État, elle était pousse au crime, Madame Clinton. C'est vraiment pas, faut pas du tout voir en elle un ange de paix, etc. Si je devais prendre un pari, enfin, je préférerais plutôt Bernie Sanders. Cela étant, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le président des États-Unis, c'est un peu comme le président de la République française, c'est plus ce que c'était dans les années 50. Le président Obama, c'est plus du tout ce qu'a pu être dans les années 30 et 40 Franklin Roosevelt. Ça n'est plus que l'ombre d'une fonction. L'État fédéral américain a pris de l'embonpoint depuis lors. Et il y a donc des mouvements situés à droite sur l'échiquier, les mouvements Tea Party notamment, et qui essayent de vouloir reprendre de l'autonomie par rapport au poids de Washington. Donc ça, c'est les années j'allais dire Kennedy, Johnson, les années 60, où de plus en plus l'État fédéral américain a pris du poids. Mais le poids intrinsèque de la fonction de président des États-Unis, elle a été désormais diluée par des quantités de lobbies en tout genre. Il y a des lobbies dans tous les domaines. On ne sait plus très bien qui décide d'ailleurs aux États-Unis. On a des... C'est ce qui donne d'ailleurs à la politique américaine cet aspect brouillon et contradictoire, incompréhensible. Par exemple, sur l'affaire de Daesh dont on parlait tout à l'heure, Donald Trump lui-même dit que c'est Obama qui... On ne sait même pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Il est très vrai... Enfin, il y a des alliés de Washington, notamment l'Arabie Saoudite, ça c'est le Qatar, c'est une notoriété quasiment publique maintenant, qui sont les plus grands soutiens de l'État islamique. Voir maintenant, est-ce que c'est vraiment en parfait accord avec Washington, avec le président des États-Unis, ou bien avec au département d'État ou au Pentagone des cercles de pouvoir qui se jouent de la Maison-Blanche, c'est un peu un début d'anarchie, sans compter des lobbies. Alors il y en a, il y aura ceux qui insisteront sur le lobby pro-israélien, qui est très puissant, mais qui n'est pas le seul. Vous avez le lobby du complexe militaro-industriel, vous avez le lobby des banquiers, ces banquiers, les banquiers, le lobby militaro-industriel, le lobby militaire, le lobby pro-israélien, mais il y a aussi un lobby pro-saoudien. Tout ça, ça se tire dans les pattes. Il y a même un lobby pro-iranien. Vous avez vu qu'il y a eu un rapprochement des États-Unis vis-à-vis de l'Iran. On a un peu l'impression
Voilà, c'est une déliquescence de l'autorité de l'État. Voilà. J'ai même pas parlé des gens, je reviens à lui, George Soros, Société Port Foundation, etc., qui agissent également derrière. On a le sentiment que beaucoup de ces pays, enfin, que les États-Unis et malheureusement les pays d'Europe à leur traîne, ne sont plus dirigés par un centre de pouvoir ayant autorité légitime sur l'ensemble des acteurs, même si c'est pas nouveau qu'il y a des influences qui s'exercent. Ça c'est assez légitime. Mais maintenant, on a l'impression que c'est le respect même de la notion de chef d'État qui a quasiment disparu et que c'est une espèce d'autonomisation de cercles de pouvoir différents. C'est pour ça que cette élection américaine, elle est évidemment à suivre de près. Moi, je suis, mais elle n'est pas, elle n'a pas autant d'importance peut-être que ce que l'on pourrait penser, jusque du moins à ce qu'il y ait des bouleversements politiques majeurs. Voilà, peut-être qu'on va avoir des bouleversements, mais il faudrait qu'il y ait vraiment un changement. Je pense que ça n'est pas une élection qui le fera. Je pense que c'est vraiment des troubles ou un effondrement économique. On n'en a pas parlé, mais ces jours-ci, vous avez vu ce qui se passe depuis le début de l'année en Chine, sur les bourses chinoises, et par contre-coup sur la santé économique dans le monde. C'est voilà, on a le sentiment que l'économie chinoise est quand même en très fort ralentissement. Si l'usine du monde elle-même cale, je ne sais pas très bien où on va. Donc, nul ne sait bien entendu de quoi l'avenir n'est fait, ni la 2016, mais il n'est pas exclu que au cours de cette année, on ait des bouleversements économiques tout à fait considérables. En fait, la question qui se pose, c'est est-ce que le système économique actuel, la mondialisation telle qu'elle est imposée au peuple, est un système viable ou pas? Tout donne à penser que ça n'est pas le cas. On est de toute façon dans un système qui n'est pas viable sur long terme. Le système financier international n'est pas viable sur long terme. Je crois que tout le monde est au courant. On ne sait plus combien il y a de dollars qui existent dans le monde. La masse monétaire M3 n'est plus divulguée. Plus personne n'est au courant, on ne sait plus. On voit bien que les États-Unis vivent à crédit. Ce qui veut dire quelque chose de grave. Ça veut dire que cette émission de dollars, progressivement, la Chine peut racheter par appartement les États-Unis, mais le reste aussi. On voit bien que la Chine elle-même peut être déstabilisée. Il y a actuellement, je le disais tout à l'heure, vous avez dans beaucoup d'usines chinoises, quand vous y allez, vous apercevez que les trucs tournent au ralenti. Vous avez des investissements immobiliers en Chine, il y a eu des espèces de villes fantômes, tout ça a été surdimensionné. Donc la croissance chinoise a été très très forte. Là en ce moment, elle a des ratés. Elle a des ratés parce que tout simplement les pays occidentaux qui sont les grands acheteurs, eux-mêmes n'ont plus les moyens. Eux-mêmes, ils sont lancés dans des politiques de récession, la disparition, l'effondrement de la demande, de la consommation. Enfin, oui, dans la plupart des pays européens, ou même aux États-Unis, une demande atone, ça a un contre-coup sur la Chine. Sur long terme, je pense que le système n'est pas viable. Enfin, je suis pas le seul à le dire. Voilà. On n'a pas, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Je vais dire des banalités, mais c'est la vérité. Donc, on a un système qui n'est pas viable. Il y a aussi une autre chose. Alors là, c'est à très long terme. Et quelque chose qui pose problème, qui est le sens. Les sociétés occidentales ont perdu du sens. C'est est-ce que le but de la vie humaine, c'est d'avoir 3 iPhones, 4 tablettes, des jeux vidéo, etc., etc. Ça c'est bien, oui, quand on a 12 ans, 15 ans, on est émerveillé par ce jeu. D'ailleurs, je note qu'on est émerveillé, mais on est très vite blasé aussi. Il y a quand même, moi je vois beaucoup. Moi j'ai des enfants, je vois un petit peu. Les 15-20 ans, c'est pas si réjouissant que ça la vie qu'ils ont. Ils sont très inquiets sur l'avenir. Ils ont le sentiment assez largement partagé par la population française qu'on va vers un appauvrissement. Et puis,
d'une certaine façon, ils ont eu trop de choses trop vite, tout de suite, quoi. Donc c'est évidemment très formidable d'avoir un ordinateur quand on a 12 ans, une tablette, un truc, un machin, mais quand on en a 18, ça commence à être de la vieille histoire, et so what, hein, qu'est-ce qu'il y a après? Je pense que c'est... Là je fais un petit peu de philosophie, je m'éloigne de l'économie, mais il y a quand même un vrai problème qui est le sens des choses. Et si je le dis, c'est parce que... Je vais faire un petit peu de géopolitique. Actuellement, il y a quand même un pays, qu'on le veuille ou non, qui est dans l'esprit de tout le monde, c'est ce qui se passe en Russie. C'est Vladimir Poutine est présenté comme le diable en personne dans les médias occidentaux, mais ça ne marche pas. Je ne dis pas que c'est forcément un petit saint. Je sais quel est le poids des lobbies, des mafias en Russie, ça c'est vrai. Mais la Russie donne quand même le sentiment, il y a quelque chose qui est différent en Russie par rapport aux pays occidentaux, c'est que on a l'impression que la Russie retrouve du sens, retrouve une certaine dignité, une certaine éthique aux choses. Moi, ça m'a beaucoup frappé quand je suis allé en Russie au cours de l'année écoulée, quand je suis allé en Crimée, de voir défiler, par exemple, pour le 70e anniversaire de la victoire la victoire sur le nazisme à Sébastopol, des gens de toutes les origines, de tous les âges, qui célébraient la victoire, et chacun avec, y compris des militaires, chacun avait son fanion, son drapeau, et il y avait dans le même défilé le drapeau de la Russie actuelle, blanc, bleu, rouge, avec l'aigle. Mais vous aviez aussi le drapeau de la, je sais plus combien, 7e division ou autre, qui avait pris le Reichstag en 1945, donc avec la faucille et le marteau. Mais vous aviez aussi des militaires qui défilaient avec le Christ Pantocrator de la religion orthodoxe. Et puis vous aviez ensuite quelqu'un qui défilait avec le portrait de Staline. Moi, je suis allé en URSS en 1985, en sortant de l'ENA. Je peux vous assurer qu'un tel spectacle était inimaginable. On ne voyait que des drapeaux rouges avec des fusils et des marteaux, mais on ne voyait jamais le moindre portrait de Staline, c'était absolument impossible. On ne voyait jamais le moindre portrait du Christ Pantocrator sur un blindé, bien entendu. Donc qu'est-ce qu'est en train de réussir Vladimir Poutine? Est en train de faire que le peuple russe est en train de revoir toute l'histoire du XXe siècle et de l'assumer comme un tout pour l'amour de sa propre patrie. Et ça redonne du sens aux choses. Moi, j'ai vu en Russie, et je ne suis pas le seul, hein, je ne pense pas, je ne suis pas financé par les Russes, je ne pense pas avoir eu la berlue, d'autant plus que je me rappelle, quand j'étais allé en URSS en 85, c'était un peu plus triste à mourir. Là, quand vous allez en Russie aujourd'hui, les gens sont quand même assez guillerets, assez contents. J'ai pas le paradis terrestre, mais c'est plus du tout ce qu'était l'URSS en 85. On a l'impression que les gens, Poutine a redonné aux Russes fierté en eux-mêmes, fierté dans leur pays, et il a fait ce truc extraordinaire qui est finalement on a eu un XXe siècle qui est l'un des siècles les plus chaotiques qu'un pays puisse connaître, entre les deux guerres mondiales, la révolution bolchevique, l'effondrement de l'URSS, la tragédie de la collectivisation, la découlakisation, les atrocités nazies. Enfin, c'est un truc vertigineux. Il y a eu des dizaines de millions de morts. C'est quand même eux qui ont cassé l'Allemagne nazie. Et maintenant, on a l'impression qu'au moment où on tourne la page, c'est un pays qui se retrouve en lui-même et qui retrouve un certain nombre de fondamentaux, peut-être. Et d'une certaine façon, c'est la grande menace géopolitique des pays occidentaux. C'est qu'actuellement, je me suis éloigné de votre question, je vous prie de m'en excuser, mais actuellement, on voit bien qu'il y a une espèce de mal de vivre aux États-Unis, en Europe, en France. On ne sait plus très bien. On ne sait plus qui on est, où on va, pourquoi on est là, quel est l'objectif. Voilà, on a réduit les gens à une espèce d'état de consommation, on les abrutit parce qu'on ne veut pas qu'ils réfléchissent. On essaie de leur couper de leurs racines, on essaie de faire que les Français ne soient plus français. Certains sont en train, dans les coulisses, de préparer le démembrement de la République française. Il y a une atmosphère crépusculaire qui est extrêmement négative. Alors ça a un impact sur l'économie, ça aussi, parce qu'on ne connaît pas dans l'histoire en matière économique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une science exacte, mais l'économie, c'est une science humaine. Une science humaine, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu dans l'histoire une économie
se redresser si elle n'est pas fondée d'abord et avant tout sur l'image qu'un peuple se fait de lui-même et de son propre pays. Voilà. Et tous les grands redressements en France, De Gaulle a fait un redressement prodigieux dans les années 60. Si vous regardez toutes les courbes de la production industrielle, de la construction de logements, de la recherche, etc., toutes les courbes de la balance des paiements, etc., toutes les courbes étaient orientées dans le bon sens. De Gaulle avait rendu aux Français, il leur avait dit redressez-vous, il leur avait rendu fierté, courage, confiance dans leur propre pays. Malheureusement, maintenant, si vous voulez, c'est pas avec l'individu qu'on a à l'Élysée que les gens peuvent avoir confiance en l'avenir. Enfin, c'est effrayant, quoi. Alors, encore une fois, je ne suis pas le défenseur de Vladimir Poutine. Bon. Je le dis parce qu'il y a des gens parfois qui disent ah oui, vous êtes financé par les Russes. Moi, je dis ce que je crois être juste. Voilà. Et ce que je crois être juste pour avoir beaucoup circulé, pour être allé. Voilà, je dis qu'actuellement, alors je ne suis pas le seul à le dire, ça se voit comme le nez au milieu du visage, Vladimir Poutine restera certainement comme un des très grands dirigeants russes. C'est un peu l'équivalent. C'est d'ailleurs l'histoire russe, elle est faite de succession d'anarchie et de reprise en main. Hein. Vous avez quand vous allez en Russie en ce moment et que vous parlez aux gens dans la rue, il n'y a plus la Tchéka, il y a plus enfin il y a le FSB, mais il n'y a plus cette atmosphère comme du temps de Brejnev ou de Gorbatchev quand j'y étais allé, où les gens faisaient attention à ce qu'ils disaient pour pas. Il n'y a plus ça. Les gens parlent librement mais interrogez vous-même des Russes si vous avez des amis russes, ils vous diront tous leur bête noire, c'est Gorbatchev et Boris Yeltsin. Parce qu'ils ont détruit la mère Russie. Ils ont détruit le truc. Alors, moi je suis pas. Ce que je pense, c'est que Vladimir Poutine, il a hérité d'un pays qui était en désastre. Je rappelle que lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée en 91, la Russie, la Fédération de Russie, donc stricto sensu, en enlevant les pays baltes, l'Ukraine, le Bélarus et puis toutes les républiques d'Asie centrale, la Fédération de Russie, c'était 150 millions d'habitants en 1991. En 2005, on était tombé à 135 millions d'habitants, c'est-à-dire 15 millions d'habitants en moins, c'est-à-dire 10%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est qu'un pays qui, entre 91 et 2005, c'est-à-dire en une quinzaine d'années, perd 10% de sa population. Pourquoi ? Par surmortalité, par effondrement de la natalité, par immigration. Et donc Boris Yeltsin a laissé la Russie exsangue, complètement pillée par les oligarques et autres. Lorsque Vladimir Poutine arrive au pouvoir, je crois, si j'essaie de comprendre sa stratégie, c'est que il a fait profil bas au niveau international parce qu'il n'avait pas les moyens matériels, militaires de s'opposer. Rappelez-vous qu'en 2003, lorsqu'il y a l'affaire de la guerre en Irak, je le disais tout à l'heure, il y a 5 membres au Conseil de sécurité, 5 membres permanents qui ont le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour s'opposer à la volonté américaine de faire la guerre en Irak. Bon. C'est donc les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie et la France. Bon, c'est hérité de 1945. Les États-Unis, évidemment, n'avaient pas à mettre leur droit de veto, c'est eux qui poussaient. L'Angleterre était complètement dans la main, c'était Tony Blair complètement dans la main des Américains, sur l'affaire de la guerre en Irak. Restaient donc 3 États qui auraient pu mettre leur veto à la guerre en Irak en 2003 au Conseil de sécurité. Eh bien, c'était la Chine, la Russie et la France. Or, la Chine, que je connais assez bien, c'est un univers à part, les Chinois sont des gens extrêmement prudents, et qui, eux, sont convaincus que le temps leur donne raison. Ils représentent à soi seuls 22% de la population planétaire. C'est un continent, c'est un univers en soi. Et les Chinois sont traditionnellement très prudents et même assez peu interventionnistes dans les affaires du monde, dans la mesure où ça ne concerne pas le monde chinois. Là où ils sont intervenants, c'est, on le voit en ce moment en mer de Chine du Sud, les revendications territoriales, ou sur Taïwan, ou sur la Corée, là c'est leur truc. Mais ce qui peut se passer ailleurs, je dis pas qu'ils n'ont pas un œil, mais
Ils sont très très prudents. Donc les Chinois n'allaient pas intervenir en mettant leur veto sur l'affaire de l'Irak. La Russie de Poutine ne pouvait pas s'opposer. Enfin, la Russie du début des années 2000, pour être exact, ne pouvait pas vraiment s'opposer. Il n'avait pas les moyens militaires. C'était un État qui était encore... Restait la France, et c'est la France qui s'est opposée. Alors, il n'a pas mis son veto, puisque vous savez qu'on n'est pas allé jusqu'au vote, mais c'est la France qui, à l'époque, avait les reins assez solides encore pour s'opposer aux États-Unis. 2015, changement de décor complet. Enfin, pas complet, mais on a toujours les États-Unis avec le Royaume-Uni, voilà. Mais la France, maintenant, n'est plus dirigée par Chirac. Elle est dirigée par Hollande, et la France, maintenant, c'est comme l'Angleterre. Elle est devenue complètement vassalisée. Donc, il ne faut plus compter sur la France, j'espère provisoirement. J'espère à titre conjoncturel, mais actuellement, on ne peut plus compter sur la France au Conseil de sécurité des Nations Unies pour s'opposer aux États-Unis. En revanche, la Chine, c'est toujours la même chose. La Chine, elle est toujours prudente, elle est toujours en arrière de la main. Donc sur la Syrie, vous voyez là aussi, comme sur le reste, elle est toujours... Les diplomates chinois sont toujours très 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 prudents. Voilà. Reste la Russie. Cette fois-ci, c'est la Russie qui est en train de s'installer dans les bottes du général de Gaulle. Je suis convaincu, absolument convaincu, parce que j'ai lu beaucoup de déclarations de Poutine, je suis absolument convaincu que l'un de ses modèles, c'est de Gaulle. D'ailleurs, je crois qu'il le dit lui-même. C'est-à-dire que l'idée que la Russie est en train de faire de la Russie ce qu'a été la France dans les années 60, c'est-à-dire le pays vers lequel le monde se tourne pour trouver un appui face à l'impérialisme américain. Il y a eu Chavez qui l'a fait au Venezuela pendant quelques temps, mais bon, le Venezuela c'est quand même un petit pays. La Russie, en revanche, maintenant... Et qu'est-ce qu'a fait Poutine pour ça? Bien, depuis maintenant plusieurs années, priorité number one, c'est le réarmement. Et on ne le souligne pas assez, c'est le grand, grand effort d'armement, de modernisation de l'armement, de l'armée russe. Le défilé militaire pour les 70 ans de la victoire à Moscou. Moi, j'étais pas à Moscou, j'étais à Sébastopol. On a quand même vu les derniers missiles SS, je sais plus de quoi, 300 ou 500, etc. défiler. C'est très impressionnant. Sur la place rouge, il y a eu le tout dernier, le nouveau char qu'ils viennent de lancer. Je crois savoir qu'à la fin de cette décennie, il y aura plus de 75% du matériel militaire russe qui sera neuf ou extrêmement récent. Et ils ont pris de nombreuses longueurs d'avance, notamment sur la défense antiaérienne, les missiles antimissiles. Ils ont quand même des grandes longueurs d'avance, même sur les États-Unis d'Amérique. Donc maintenant, Poutine, qui est un joueur d'échecs et qui est également un judoka quasiment professionnel, c'est quelqu'un qui observe, qui, je pense, si j'essaie de lire son truc, qui a reconstitué ses forces et continue à les reconstituer, et qui maintenant a les reins suffisamment solides pour dire non. La Russie n'avait pas les reins suffisamment solides sur l'Irak. Sur la Libye, la Russie n'avait pas encore les reins suffisamment solides. Sur la Syrie, là, Poutine a dit non. Parce que là, en plus de ça, c'est ce qui s'ensuit, c'est la déstabilisation des républiques d'Asie centrale musulmanes. Et puis aussi, il y a quand même une forte minorité musulmane en Fédération de Russie. Et Poutine, d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, a inauguré récemment à Moscou même la plus grande mosquée de Russie. Moyennant quoi, quand je suis allé en Crimée, actuellement, il y a à Simferopol, donc la ville principale après Sébastopol, il y a Simferopol qui est au centre de la Crimée. Il y a la grande cathédrale qui avait été détruite sous Staline, qui a été reconstruite à l'identique, une cathédrale qui datait du XVIIe siècle, reconstruite à l'identique. Vous avez des calicots, merci Monsieur Poutine, enfin en gros. Donc Poutine caresse un petit peu dans le sens du poil, si j'ose dire, les religions, que ce soit le christianisme orthodoxe, bien sûr, qui est l'âme de la Russie, mais aussi il a donné un gage quand même à la communauté musulmane russe. Et donc maintenant, il se sent suffisamment solide pour s'opposer à la Russie. Mais il a fait une prise de judo fantastique, parce que sur cette affaire de Syrie, il a mis l'Occident devant ses contradictions. Il y en a d'autres qui sont en train de faire pareil, ce sont les Chinois, mais toujours en retrait, toujours beaucoup plus discret. La diplomatie chinoise, traditionnellement, est toujours
est toujours beaucoup plus en arrière de la main. Mais c'est les évolutions des dépenses militaires chinoises qu'il faut suivre de près. En 2000, en l'an 2000, les dépenses militaires chinoises, c'était 1% des dépenses militaires américaines, je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'année dernière, là, en 2015, on a atteint 19 à 20% des dépenses militaires américaines. C'est énorme. En 15 ans, ils sont passés de 1 à 20% des dépenses militaires américaines. Et donc, au train où vont les choses, on peut anticiper, surtout qu'en ce moment, le budget militaire des américains est sur le déclin pour des questions justement, ils sont tellement endettés, ils ne peuvent plus suivre. On peut imaginer qu'à horizon peut-être de 2030, le budget militaire chinois aura rattrapé le budget militaire américain. Donc il y a une véritable redistribution des rôles au niveau planétaire, avec la Russie et la Chine dans le cadre des BRICS, qui n'entendent plus se laisser dicter la loi. Il ne faut pas oublier cette phrase très très importante qu'a dite Vladimir Poutine lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies à New York en septembre dernier. Il a dit la situation actuelle de l'hégémonie, ou la situation planétaire actuelle, l'hégémonie mondiale des États-Unis. Je ne sais pas si je me rappelle plus si elle citait nommément les États-Unis, mais enfin, ça ne peut plus durer. Et dès le lendemain, ils intervenaient en Syrie. Voilà. Et là, vous avez vu il y a quelques jours, la Russie a officiellement fait une déclaration. Elle considère désormais officiellement les États-Unis d'Amérique comme une menace pour la sécurité de la Fédération de Russie. C'est très très grave, très lourd. Alors, ça veut donc dire que désormais, parce que les États-Unis les États-Unis ont imposé aux pays occidentaux une espèce d'idée reçue, c'est que c'est eux qui dicteraient ce que doit être le monde. Alors vous avez les pays, c'est Washington qui décide quels sont les gentils, les méchants, ça c'est le truc à l'américaine. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que Moscou, mais aussi bientôt Pékin, mais aussi New Delhi, sont en train de dire ça suffit, ce jeu-là. Et c'est nous aussi, on a le droit de dire qui est gentil et qui est méchant. Et vous, les États-Unis d'Amérique, vous êtes la menace. Voilà. Donc on assiste à un grand... que je crois, moi je suis de nature optimiste, je crois que c'est extrêmement profitable pour l'humanité. C'est d'en revenir à ce qui est nécessaire, c'est-à-dire un équilibre entre les nations, ce qu'on appelle le concert des nations en 1815, qu'il y ait un équilibre entre les peuples, les nations, les civilisations, qu'il n'y en ait aucune qui domine les autres. Moi, je ne veux pas la mort des États-Unis, la disparition des États-Unis. Moi, j'ai des amis américains. C'est une société qui est fondée sur la séduction, donc qui est séduisante. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Zbigniew Brzezinski qui le dit dans Le Grand Échiquier. Il explique que l'un des atouts géopolitiques essentiels des États-Unis, c'est l'hédonisme civilisationnel véhiculé par Hollywood, par la musique américaine. Enfin, quand vous écoutez, je sais pas, de la musique américaine, style Oasis, par exemple, ce genre de choses, ou un film américain, ou bien, je sais pas, ou Michael Jackson et tout, ça, ou Star Wars. On vient de voir, là, ces jours-ci, le lancement planétaire de Star Wars, qui fait d'ailleurs numéro 1 au box-office partout, et maintenant c'est en Chine. Il faut bien comprendre que c'est une opération militaire. Pas militaire, une opération géopolitique. Star Wars, c'est extrêmement important. C'est comme le lancement de Windows 10. Ce sont des outils de domination très très importants qui sont lancés sous couvert de fun, de films, de musique. Voilà. Derrière, ça véhicule l'attraction pour le modèle américain. Donc, pourquoi pas, hein, enfin, mais ce qui est en train d'arriver, c'est de nouveaux contrepoids à ce modèle. Et il est heureux qu'il en soit ainsi. La seule chose, c'est que comment dirais-je, un empire qui se désagrège, qui perd du poids, c'est ce qui est en train d'arriver aux États-Unis, devient dangereux. Voilà. C'est cette phase qui est dangereuse. C'est qu'il ne faut absolument pas que les États-Unis soient dirigés par des fous furieux qui pourraient aller, dit-on, jusqu'à utiliser des armes nucléaires tactiques en Ukraine contre la Russie. Alors d'abord, je crois que la France est actuellement a des moyens militaires dans 5 ou 6 ou 7 pays du monde. La France est un pays belliciste et guerrier.
et impérialiste, faut le dire. Deuxièmement, cette formule de François Hollande, la France est en guerre, ce qu'il avait à l'esprit, c'était en fait la présentation qui est faite au bon peuple, c'est de dire la France. Il présente la France comme une espèce de, je sais pas, de petit chaperon rouge, et puis qui était très gentil. D'un seul coup, il y a des méchants islamistes qui lui sont tombés dessus. C'est trop injuste, on nous fait la guerre. Ça, c'est la présentation qui est faite. Je suis évidemment pas là pour défendre les actes terroristes épouvantables qui ont été commis. Bon. Simplement, d'où viennent-ils? Quelle est l'origine de ça? Qui sont les commanditaires ultimes de toutes ces opérations? J'ai déjà posé la question, j'y reviens. Qui sont les commanditaires ultimes? Les terroristes en question, qui les forment? Pourquoi sont-ils formés? De quelle formation bénéficient-ils? Quels sont les armements qu'ils ont? Comment ça leur a été fourni? Etc. etc. Mais surtout, la France, c'est pas le petit chaperon rouge. La France, c'est plutôt le grand méchant loup. Qu'est-ce que nos troupes font ou faisaient en Afghanistan? Qu'est-ce qu'elles font en Syrie? Qu'est-ce qu'elles font en Libye? Enfin, en quoi est-ce que tout ceci nous concerne? Donc la France, elle a pris des positions dans la lignée, dans le prolongement de la géopolitique américaine, qui ne correspondent ni à l'intérêt du peuple français, parce que les Français, comme d'ailleurs la plupart des peuples, il faut dire les choses, mais les Français sont globalement un peuple pacifique. C'est un peuple gentil, dans le fond. Ce que demande le Français... Enfin, on est tous Français. Enfin, vous avez des amis. Les gens, ils veulent quoi? Ils veulent tout simplement être heureux sur Terre, avoir mené leur vie, éduquer leurs enfants, avoir un emploi, voilà, avoir des loisirs, partir en vacances. Et puis voilà, ils n'ont pas envie d'aller démolir le régime de Kadhafi. Ils n'ont pas envie d'aller dire aux Syriens comment ils doivent être dirigés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc on force les Français à avoir une politique, parce que qu'est-ce qui se cache derrière? En fait, c'est une politique qui consiste à l'appropriation des hydrocarbures qu'il peut y avoir dans la région, ou bien à la mainmise, à la destruction pour ensuite vendre des services publics clés en main dans tous ces pays, ou alors c'est pour empêcher la construction ou favoriser la construction de tel ou tel gazoduc ou oléoduc, ou alors c'est dans la perspective de mettre la main sur des ressources en gaz en Méditerranée orientale. Enfin, derrière tout ça, il y a des appétits, comme dans toutes les guerres. Il ne faut jamais oublier que c'est pas la seule, mais une des raisons du déclenchement de la Première Guerre mondiale, c'est la construction du chemin de fer, le Bagdad-Bahn, le chemin de fer allemand qui devait aller non seulement traverser l'Empire ottoman pour aller jusqu'à Bagdad et jusqu'aux champs pétrolifères. Donc il y a là-dedans des intérêts géopolitiques, des appétits géopolitiques. Et ce qui n'est pas normal du tout, ce qui est même scandaleux, c'est que c'est la France qui est entrée en guerre en Syrie, en Libye. C'est que ça a été fait sans qu'il y ait de discussion au Parlement. Normalement, il y a des déclarations de guerre, et normalement, c'est le Parlement qui autorise la guerre. Tout ça, dans le monde d'aujourd'hui, on piétine la Constitution allègrement. Voilà. Alors, après ça, M. Hollande nous dit la France est en guerre. Moi, ça me fait penser à cette déclaration qu'a faite François Mitterrand quelques semaines avant de mourir, et qui a été reprise dans le livre paru chez Plomb en 97. François Mitterrand est mort il y a 20 ans, en 96. Et vous savez, je le cite dans plusieurs de mes conférences, Mitterrand dit « La France est en guerre ». C'est comme Hollande. Et les Français ne le savent pas, sauf que Mitterrand, il dit ensuite « Les Américains veulent en pouvoir sans partage sur le monde ». Lorsque Mitterrand dit « La France est en guerre », il dit « C'est les Américains qui font la guerre à la France ». Que les Américains ont décidé de mettre la main sur la France et sur l'Europe occidentale. C'est de ça que parle Mitterrand. Alors que là, François Hollande, en bon petit domestique washingtonien, lui, il dit la France est en guerre comme si c'était le monde arabo-musulman qui nous avait déclaré la guerre. C'est ça qu'on présente à la population française. On présente aux Français, alors c'est les théories, le grand remplacement, c'est l'oumma musulmane qui vient s'installer, etc. C'est la théorie des réfugiés. Mais l'affaire des migrants, là, tout ça, c'est une affaire qui a été largement orchestrée par la Turquie. Et toutes ces opérations sont des opérations de déstabilisation du continent européen qui n'émanent pas des populations du monde musulman, qui émanent d'abord et avant tout des docteurs Folamour de la Maison-Blanche. C'est eux qui ont décidé tout ça. Voilà. Arrêtons de déstabiliser la Syrie
remettons la Syrie comme c'était auparavant et l'Irak, on n'aura pas tous ces migrants, c'est tout. Voilà qui est à l'origine de ces affaires. Alors justement, vous allez peut-être pouvoir répondre à une question d'un auditeur. Hollande et Sarkozy, des présidents va en guerre. Mali, Libye, Irak, on a parlé aussi de la Syrie. Est-ce qu'ils doivent-ils être jugés pour crimes de guerre? Moi, je l'ai déjà dit, c'est un propos qui est peut-être un petit peu fort, mais je pense que, je l'ai dit, donc je vais le répéter, je pense qu'en effet, ce sont des responsables politiques. Normalement, ça doit être des responsables politiques. Vous savez ce que ça veut dire responsable en français, étymologiquement, c'est quelqu'un qui a une réponse. Un irresponsable, c'est quelqu'un qui n'a pas de réponse. Donc, normalement, ils doivent répondre de leur politique. Or, M. Sarkozy, M. Hollande ont engagé la France dans des aventures militaires à l'étranger que seule la presse nationale complètement muselée empêche de nommer de son vrai nom. Ce sont des véritables aventures militaires qui sont infiniment plus meurtrières que les aventures militaires de Napoléon III. L'aventure, vous vous rappelez l'aventure de la France au Mexique avec Maximilien, ou alors l'expédition franco-chinoise en 1860 avec Napoléon III et la reine Victoria, où il y a eu ces épisodes absolument incroyables, l'affaire du pont de Palikao, où on a détruit les Français ont tiré au canon des foules de Chinois désarmés, il y a eu 2000 morts. Après, on a fait le sac du Palais d'été. Ça, les Chinois, ils l'ont jamais oublié d'ailleurs. Hein. Au passage, quand les Français viennent dire au président de la République chinoise gna gna les droits de l'homme, le président chinois dit attendez, suivez-nous. Vous voulez qu'on vous rappelle ce que vous avez fait chez nous, alors vous venez pas nous parler, vous venez pas nous donner des leçons de morale. Bon. Même nous, on en est là, mais c'est pire. Quel est le bilan que la France, de l'action de la France en Libye? C'est un désastre. J'ai lu l'autre jour un article, c'était sur la proportion des Libyens qui ont fui leur propre pays est proprement hallucinant. Je crois qu'il y a plus de la moitié. Hein. Je crois que maintenant, c'est pas les 2 tiers de la population libyenne qui a fui son pays. Et la France, pas vous, pas moi, pas le peuple français malheureusement, mais les dirigeants français portent une responsabilité écrasante. Il y a eu derrière de ça des milliers de morts, des destructions par milliards et dizaines de milliards de dollars, le règne des seigneurs de la guerre, la destruction de cimetières juifs, de cimetières chrétiens, c'est l'éradication des chrétiens du Levant par exemple. Moi je suis allé en Irak. J'ai acheté mon alliance à Bassora, c'était un certain temps. J'avais acheté ça quand j'avais fait une mission à l'époque professionnelle au Koweït et en Irak. C'était avant la guerre c'était pour le ministère des Finances. C'était avec les services commerciaux des ambassades de France que je surveillais, que j'avais fait une mission d'enquête. À l'époque, il y avait, c'était sous Saddam Hussein en Irak. Alors oui, bien sûr, c'était une dictature, ça c'est incontestable. Il y avait des portraits de Saddam Hussein comme ça, mais c'était un pays où, je vous assure, il y avait quand même une joie de vivre. Il y avait quand même, surtout venant d'Arabie Saoudite et du Koweït, c'était en plein Ramadan, c'était en avril 1900, je sais plus combien, 87 ou 88 ou quelque chose comme ça. Il y avait voilà une certaine et à Bassora, je me rappelle, il y avait partout des chrétiens. Moi, j'ai acheté mon alliance, j'allais me marier. Ça m'avait amusé d'acheter mon alliance et celle de ma femme sur place. On allait se marier quelques temps après. C'était dans une boutique d'un chrétien nestorien. Je le sais parce qu'il y avait, dans l'arrière-boutique, vous aviez des images du Christ, etc. Puis il y avait d'autres boutiques où c'était des boutiques musulmanes. Voilà, je ne vous dis pas que c'est le paradis terrestre, mais c'était un pays où coexistaient en harmonie, en gros, des chrétiens nestoriens. Il y avait 13% de chrétiens, il y avait des musulmans sunnites, des musulmans chiites qui, comme vous le savez, sont majoritaires en Irak un petit peu. Mais il y a aussi beaucoup de... Voilà, je suis allé ultérieurement, je suis allé en Syrie en voyage, en vacances cette fois-ci. J'étais allé avec ma femme un certain nombre d'années après. C'était du temps de Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad.
Là aussi, c'est une mosaïque confessionnelle avec des musulmans sunnites, chiites, alaouites. La famille Assad, c'est des alaouites, des chrétiens également nombreux. Il y a eu 15 à 20%, je crois, de chrétiens dans les montagnes de l'Anti-Liban, etc. C'était un pays où il y avait une grande harmonie. Alors bien sûr, c'était des régimes dictatoriaux, mais est-ce que vous ne croyez pas que le régime saoudien, qui est tenu à bout de bras par les États-Unis d'Amérique, n'est pas un régime dictatorial? C'est un régime non seulement dictatorial, mais bien pire, puisque le régime de Saddam Hussein ou de Bachir el-Assad étaient des régimes du parti Baas, c'est-à-dire des régimes laïques, qui justement assuraient les communautés. Voilà, de ces différentes communautés. Alors que le régime saoudien, c'est le régime le plus obscurantiste qui soit. Les salafistes, les wahhabites représentent d'ailleurs une toute petite partie de l'islam. Beaucoup de musulmans, y compris beaucoup de Français musulmans vivant en France, ne se reconnaissent pas du tout dans cette vision complètement archaïque et littérale de l'islam tel que véhiculé par le wahhabisme et l'islam saoudien. Mais qui est derrière cette affaire? Ce sont les États-Unis d'Amérique. Qui tient l'Arabie saoudite? Il y a 40 à 50 000 soldats américains. Pareil au Bahreïn, ce qui est le petit royaume du Bahreïn, où il y a le siège de la 5e flotte américaine. Voilà, donc tout ça pour dire que la France, elle a failli à sa mission. La France, elle fait le contraire exact de ce qu'elle devrait faire. La France devrait, au contraire, aurait dû, je dis peut-être pas soutenir Saddam Hussein et Bachir el-Assad, mais certainement pas en tout cas leur taper dessus, et empêcher au contraire qu'on déstabilise. Parce que, bien sûr, je sais que Saddam Hussein, il avait fait quelques milliers de morts, c'est sûr, c'est un dictateur sanguinaire. Il avait utilisé, je crois, du gaz moutarde contre cette population. Paraît-il, selon les détracteurs de Saddam Hussein, il avait fait au cours de son règne quelque chose comme 5000 morts, etc. C'est horrible. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Selon toutes les organisations non gouvernementales, il y a au moins 1 million de morts. Des femmes, des enfants. Et un pays qui est à feu et à sang, qui est complètement déstabilisé. Et c'est pareil en Syrie. C'est-à-dire que c'était peut-être pas extraordinaire ce qu'il y avait avant, mais c'était infiniment... Et les populations elles-mêmes. D'ailleurs, je suis persuadé que s'il y aurait des élections... C'est tout le problème, d'ailleurs, de la position française. Actuellement, Bachar el-Assad, il sera probablement, on n'en sait rien, mais probablement soutenu par 65-70% de la population. J'ai pas dit 100%, mais 65-70% de la population. Voilà. Au même moment, François Hollande a 15 à 20% de soutien dans la population française. J'en pense que c'est un symptôme d'une société qui ne va plus bien. Voilà. Je pense que maintenant en France, on a rétabli le crime de pensée. Quelqu'un qui estime que comment dirais-je, les alertes climatiques c'est faux, je ne dis pas que je partage cette opinion, je suis assez modeste en la matière. J'ai lu, c'est un peu comme pour l'affaire du revenu de base, j'ai lu des choses dans un sens et dans l'autre. J'ai vu qu'il y a de grands scientifiques qui disent qu'effectivement il y a un réchauffement planétaire, et j'ai vu qu'il y a d'autres qui disent qu'en fait c'est des très grandes évolutions sur des millénaires, et que rien ne prouve que ce soit l'activité humaine qui... Bon. Et qui en revanche disent derrière il y a des intérêts financiers, industriels, voire géopolitiques. Pour certains, ça serait une espèce de façon d'imposer un gouvernement planétaire sur ces histoires. Là-dedans, je ne prendrai pas parti, je ne peux pas prendre parti. Surtout, d'ailleurs, très sagement, l'UPR s'est limité quand on se cantonne sur des sujets qui sont des sujets pour sauver notre pays qui est en train d'être détruit. Voilà. Donc je ne prendrai pas parti là-dessus. Ce qui est vrai, c'est qu'on remarque en effet quand même que statistiquement, il semble l'année dernière a été une des années les plus chaudes du globe. Voilà. Donc moi, je ne prendrai pas parti là-dessus. Spontanément, j'aurais quand même plutôt tendance à penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu et qu'il doit y avoir quand même un problème de réchauffement climatique. En tout cas, on constate, par exemple, sur d'autres phénomènes, qu'il y a un problème de poubellisation de la Terre.
Ça, c'est vrai que quand vous voyez cette espèce de continent là au nord-ouest du Pacifique, un continent de matière plastique, vous savez, qui tourne, c'est quand même affolant de voir à quel point il y a une dégradation de l'environnement planétaire qui est importante. En revanche, et quoi qu'il en soit, je ne me sens pas suffisamment armé d'un point de vue scientifique et intellectuel pour trancher sur ces affaires. Ce que je ne trouve pas du tout normal, c'est que quelqu'un soit sanctionné pour avoir pensé et pensé différemment. Ça, c'est pas normal. Parce que on est vraiment dans une société aujourd'hui, j'en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure, c'est que dès que vous n'êtes pas d'accord avec la pensée dominante, vous êtes diabolisé, pour ne pas dire même interdit, d'exercer votre activité professionnelle. C'est presque ce qui m'est arrivé. À partir du moment où je n'ai pas communié dans l'idée que l'Union européenne c'était formidable, c'était le paradis terrestre, etc., j'ai quand même été mis dans un cul de basse-fosse administratif. Bon, là, ce journaliste, il a fait un ouvrage, il a été viré. C'est quand même incroyable quand on y réfléchit. C'est pas bien. Je crois que c'était George Orwell qui avait dit une citation comme ça, de mec que je cite de mémoire, c'est la liberté n'a de sens que si c'est la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Si la liberté, c'est de dire ce qu'on entend tout le temps à la télé et la radio, c'est pas de la liberté, ça c'est participer à des actions d'agite-propre et de propagande, comme la défunte Union soviétique nous l'avait montré, mais comme l'Union européenne nous le montre. Quand je pense qu'il y a eu sur l'affaire des attentats de Charlie Hebdo, il y a eu plus d'1 million de personnes qui sont descendues dans la rue, 1 500 000 personnes, pour une affaire sur laquelle il fallait quand même, bien entendu qu'on a condamné ces attentats, c'était une horreur, mais il y avait quand même des choses qui étaient je renvoie à les déclarations que j'ai faites à l'époque, il y avait quand même, sur ces histoires d'attentats, il y a des choses qui restent un peu obscures, et on voit bien qu'il y a en tout cas au minimum une tentative d'instrumentaliser toutes ces opérations. C'est pas normal que, actuellement, suite aux attentats du 13 novembre dernier, nous sommes maintenant bientôt à la mi-janvier, donc ça fait bientôt 2 mois que ces événements se sont produits. La République française, dans sa totalité, est en état d'urgence. C'est-à-dire au Tuamotu, aux îles Marquises, ou à Wallis et Futuna, il y a l'état d'urgence en ce moment à cause de c'est du délire. C'est du délire. D'ailleurs, ça a servi à quoi tout ça alors, il y a quand même quelque chose de nouveau, je pense, c'est que, et notamment grâce à des médias comme le vôtre, et comme d'autres qui font la même chose que vous, comme nous aussi, on participe un peu sur Internet, on a notre site Internet qui est beaucoup visionné. Il y a quand même des milliers de gens, des dizaines de milliers, centaines de milliers de Français quand même qui commencent à réagir, à se dire c'est quand même pas très clair, pas très net ce qui se passe. Moi, je vois quand on a maintenant des articles ou des vidéos qui marchent bien, c'est plusieurs centaines de milliers de vues ou de lectures que nous avons. Je note en tout cas que c'était hier, dimanche, il y avait une cérémonie officielle, place de la République à Paris, avec le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, la maire de Paris, et Johnny Hallyday en personne, qui normalement traîne des foules colossales, qui était un hommage aux victimes du 7 janvier 2015, des victimes de Charlie Hebdo. Et puis, pour faire bonne mesure, il y avait mis les victimes du 13 novembre. Les médias en ont peu parlé, mais ça a fait un flop du point de vue du public. Le public n'est pas venu. Alors qu'il y avait Johnny Hallyday quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, puis vous êtes comme moi, vous entendez ce que les gens disent. Le peuple français, comme ça, dans les conversations en ville, etc., voilà. Il n'approuve pas, bien entendu, ces horreurs. Mais il trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, et il n'apprécie pas du tout de voir la restriction des libertés publiques qui est en cause, qui est actuellement en cours. On est en train de mettre en cause nos libertés publiques, comme si d'ailleurs ça allait empêcher le moindre assassinat que ce soit. Même l'affaire... Moi, j'ai pris une position aussi, dans mon dernier entretien d'actualité, j'ai pris des distances par rapport à l'affaire de la déchéance de nationalité. Moi, je trouve que ça n'est pas très bien, parce que... et ça n'est pas du tout la moindre
de quelconque façon du laxisme face aux terroristes, je pense que ces gens doivent être punis et châtiés. Parce que j'aurais voulu, on le dit à chaque fois, qu'ils fussent attrapés vivants. Pour on puisse après remonter les filières. Bon. Parce qu'il faut poursuivre tout le monde, y compris les vrais responsables. Mais cette affaire de déchéance de nationalité n'est pas saine parce qu'elle crée des Français à plusieurs vitesses. C'est ça qui est pas bien. C'est-à-dire que selon que vous aurez été un Français sans autre nationalité, si vous commettez un attentat, vous garderez votre nationalité. Et il y en a, hein. Il peut très bien y avoir des Français de souche qui commettent des... Et puis si vous êtes un Français, même né en France, hein, et que vous avez acquis la nationalité française par le droit du sol, mais si vous avez en parallèle une autre nationalité, ça on pourrait vous la retirer. C'est quand même créer une instabilité juridique, créer des Français à double vitesse, créer... Je ne trouve pas ça très sain, et c'est surtout... c'est surtout malsain, c'est du point de vue philosophique, de la philosophie politique, ça n'est pas bien. Et même du point de vue pratique, c'est pas ça qui va arrêter les attentats. Hein. Voilà. Ça, c'est simplement un gage donné à la fraction la plus à droite de l'électorat. Et je vois que M. Juppé, là, il est en train ces jours-ci de sortir un livre, paraît-il, parce que tout ça est une opération marketing calculée au millimètre. Hein. Il y a les sondages, il y a le truc Huffington Post, vous avez vu Le Point, tous les magazines qui se payent sur les kiosques à journaux, vous voyez le portrait de Juppé qui apparaît partout. Donc c'est un véritable lancement qui est enclenché. Et en même temps, il y a le livre de M. Juppé qui s'appelle « C'est pour un État fort ». Moi, on me reproche parfois d'être jacobin parce que je suis favorable à ce que l'État en France doit avoir des responsabilités importantes. C'est ce qui fait la cohésion nationale. Mais si j'ai bien compris, j'ai pas lu le bouquin de Juppé, mais si j'ai bien compris, pour lui, un État fort, c'est... et il tape beaucoup sur l'immigration, le ci et le ça. Encore une fois, je suis d'accord qu'il faut veiller à ça. Je suis d'accord sur le fait que ces opérations de migrants obéissent souvent à des logiques de déstabilisation qui sont concoctées, qui ne sont pas concoctées à Bagdad ou à Damas, hein, qui sont concoctées à Washington. C'est ces opérations de déstabilisation. Donc ça, c'est tout à fait exact. Et il faut que la France protège ses lois et ses frontières nationales. C'est tout à fait normal. Mais d'abord, j'ai horreur d'aboyer avec les loups. Moi, je pense qu'il faut être. Nous ne devons pas créer des Français à plusieurs vitesses. Ça, je trouve ça scandaleux. Que ce soit un gouvernement socialiste qui fait ça. Vous savez, dans l'histoire de France, les gouvernements socialistes ont toujours été. Ça s'est souvent pas très bien terminé. Hein. Je les rappelle quand même que qui a commencé la guerre en Algérie, qui est-ce qui a envoyé pas qui a commencé la guerre en Algérie, mais qui a envoyé le contingent, c'est-à-dire des appelés sous les drapeaux et non pas les militaires c'est Guy Mollet, c'est le Parti socialiste, alors qu'il avait dit que jamais il ne le ferait, à partir de 1956. Qui a signé, négocié, signé le traité de Maastricht, créant l'Union européenne, l'euro et le démantèlement de tous les acquis sociaux qui vient, c'est François Mitterrand, en 92. Qui a sombré dans la collaboration, qui a donné les pleins pouvoirs à Pétain en 1940, c'est la Chambre élue du Front populaire. Qui a été parmi les... Il y avait beaucoup de collabos, c'était souvent des socialistes. Hein. Voilà, alors faut pas généraliser. Ça me fait penser, je rappelais peut-être cette histoire, ça avait fait un scandale c'était en 80... Dans les années 97, 98, je crois, il y avait Jospin qui était Premier ministre. Ça me rappelle dans les années 90, 97, 98, il y avait Jospin qui était Premier ministre. Il me semble, c'est assez violent, il avait fait un scandale à l'Assemblée nationale parce qu'il a fait un discours où il avait fustigé le colonialisme français en disant que c'était la droite qui avait été... Alors ça avait été un tollé parce que historiquement c'est faux. Historiquement, c'est pas spécialement un truc de droite plus que de gauche. Et des gens comme Jules Ferry, qui était un homme de gauche, a été un des principaux colonialistes français. Alors, bref,
dire que j'ai pas renversé les choses. Il y a eu des gens dans tous les sens, mais voilà. Moi, je constate que actuellement, on s'attaque aux libertés publiques en France d'une façon comme on n'a jamais vu depuis 1944. On crée maintenant des Français, des citoyens français à plusieurs vitesses. On fait des guerres illégales qui piétinent le droit international. On fait alliance et on soutient financièrement des gouvernements qui ont des alliances avec des néo-nazis, comme à Kiev, où le chef de Pravi Sector, c'est-à-dire le mouvement carrément néo-nazi, est devenu le conseiller du chef d'état-major des armées ukrainiennes. On refuse à l'Assemblée générale des Nations unies, chaque automne, de condamner la glorification des Waffen-SS par l'Estonie et la Lettonie, quand même. Et nous, par solidarité européenne, on refuse de condamner ça, on s'abstient. Voilà. On démolit de tous les droits sociaux, tous les acquis sociaux des Français les uns après les autres. Et ben qui fait ça? C'est un gouvernement prétendument socialiste. Moi, je considère que c'est le gouvernement le plus d'extrême droite que la France ait connu depuis 1944. Et Internet offre d'abord un choix extraordinaire et permet à tout le monde de s'exprimer. Et ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est que dans une société où la parole est de plus en plus brimée, les gens, statistiquement, c'est impossible que tout le monde se taise. Et au même moment, c'est une espèce de pied de nez de l'histoire des hommes, au même moment, on offre au monde, aux gens, un exutoire formidable, c'est qu'ils peuvent balancer leur savoir à tout le monde. Voilà. C'est ce que j'ai fait, moi. À partir de 2007, quand j'ai créé l'UPR, j'en avais gros sur le cœur de tout ce que j'avais pu voir, et voilà. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et j'ai commencé à porter la bonne parole, à faire mes conférences, et puis elles ont commencé à être filmées dans des conditions de grande précarité au début, d'absence de professionnalisme, et puis on a commencé à mettre ça sur Internet, et c'est comme ça que ça s'est développé. J'ai pas été le seul. Il y en a d'autres qui font la même chose, quoiqu'en matière politique, je crois que je suis quand même le seul à avoir créé un mouvement qui est fondé essentiellement là-dessus, et en particulier sur des conférences avec PowerPoint et vidéoprojection. Mais il y a beaucoup de médias qui se sont développés et qui remplissent le rôle démocratique normal que ne remplissent plus les grands médias. Moi, je souhaite longue vie à tous ces médias. Si j'avais un conseil à leur donner, avec beaucoup de prudence, c'est quand même de toujours veiller à la qualité des gens qu'ils essayent d'inviter. Parce qu'il y a des médias, je vais pas nommer, mais qui peuvent avoir tendance à inviter tout le monde, quitte à inviter des farfelus, des illuminés, des choses comme ça. Bon, je pense que ça peut... Alors je sais, il y a différentes théories. Il y a des gens qui disent que tout le monde a le droit de s'exprimer. Je suis pas contre, mais les gens peuvent de toute façon s'exprimer. À mon avis... pour gagner en crédibilité, il faut quand même essayer d'inviter non pas des gens qui disent la même chose, on peut très bien inviter des personnes iconoclastes, et qui disent... moi, par exemple, je trouverais ce type-là dont vous parliez tout à l'heure, là, Philippe Verdier, je trouve que quelqu'un qui a écrit un bouquin qui va à rebours sur l'affaire du climat, je ne trouve pas normal que l'on considère quelqu'un qui remet en cause la théorie du climat comme si c'était un scandale. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quand même pas une vérité révélée. D'ailleurs, même les vérités révélées, ce qui a fait la grandeur de l'Occident, c'est justement de remettre en doute... Voilà, ce qui a été la grandeur du monde occidental, c'est de remettre en doute, y compris les Écritures saintes. Ça a été le grand débat sur la laïcité, ce qui a traversé le XVIIIe, le XIXe siècle. Et puis ça a commencé avec Copernic et Galilée, qui ont remis en cause la cosmogonie héritée de saint Thomas d'Aquin, qui avait repris ça à Ptolémée. L'idée, c'est de faire passer au crible de la raison tout. Donc normalement, sur l'affaire du climat, je trouve qu'il devrait y avoir un débat de M. Verdier avec quelqu'un qui est pour, et puis ils débattent, puis j'en vois chacun des arguments, puis si ce que dit Verdier est absurde, c'est absurde, et puis voilà, on dira, il a tort. Mais l'idée qu'il y ait une espèce de doukas, vous n'avez pas le droit de lire, pas le droit de dire ça va pas. C'est quelque chose qui... ça traduit une faiblesse. On le voit, nous, à notre échelle, sur la question politique. Il n'y a jamais de débat de fond sur les questions que nous évoquons. C'est fou. C'est fou.
Au moment des élections régionales, j'ai eu un moment, j'ai été invité à des débats, là, notamment je pense à un débat sur une petite télévision, il y avait animé par Madame Michel Cotta. Et puis il y avait un représentant des Républicains, des Verts, et puis de je sais plus qui. Bon. Et Madame Cotta voulait absolument me faire parler de notre programme pour les régionales. Et donc je lui ai dit, mais attendez, les programmes, même pas le programme régional, elle voulait absolument me faire parler de ce que je pensais des embouteillages ou de la ligne RER, les encombrants sur la ligne du RER. J'ai dit, mais écoutez, ça c'est minuscule, c'est misérable, c'est pas. C'est une élection politique, on n'est pas en train de choisir le chef des services techniques de la RATP. Donc les journalistes sont souvent champions pour, on ne peut pas dire qu'on leur apprend ça dans les écoles de journalisme, pour évacuer les idées qu'ils ne veulent pas voir abordées, et ça c'est à la demande de leur rédacteur en chef. Donc moi, Mme Cotta, je lui ai dit, écoutez, c'est très intéressant le RER, l'embouteillage sur le RER A, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'avenir de la France. Hein, et l'affaire de la politique des régions, parce que ce à quoi on est en train d'assister, c'est le démantèlement. Alors elle était complètement paniquée. Et il y a eu un moment, un interlude pour faire passer de la pub, parce qu'elle était systématiquement un peu narquoise, pour ne pas dire agressive, dès que je prenais la parole. Et dans l'interlude, à un moment, ça m'a énervé, je lui ai dit, mais pourquoi vous êtes tout le temps narquoise dès que je prends la parole? Alors là, et dans l'interlude, elle m'a dit, mais vous me déstabilisez. Mais je dis, mais attendez, j'ai quand même le droit de dire ce que j'ai à dire. Hein, voilà. Donc actuellement, ce qui est en cause, c'est que les débats de fond, les débats rationnels sont interdits à la télévision française et dans les très grands médias. Par exemple, la sortie de l'Union européenne. Au Royaume-Uni, il y a des vrais débats. Hein. Dans les pays scandinaves, il y a des vrais débats. En France, il n'y a pas. Alors, il n'y a pas. Les seules fois où je passe, c'est immédiatement la seule fois où, quand je suis passé chez Ruquier, j'ai eu droit à un flot de calomnies. En plus, ils ont coupé tout ce qui ça avait duré 50 minutes, ça s'est réduit à 18 minutes. Ils ont coupé tout ce qui ne leur plaisait pas. Et on m'a accusé d'être d'extrême droite parce que j'avais fait une réunion publique dans un bistrot chez un type que je ne connaissais pas. Bon. Et il y a 4 ans, donc voilà. Ça témoigne en fait d'une extrême faiblesse. Ils ne savent pas comment répondre. Donc ils font des attaques ad hominem. Bon, mais ça n'a qu'un temps. Hein. Et donc, ce que vous venez de citer, Cercle des volontaires, Agence Info Libre, News 360, etc., tout ça, mais aussi des petites, je dis pas ça, des radios de la bande FM ou des radios communautaires, où moi je suis invité régulièrement sur Radio Notre-Dame, Beurre FM, Berbère TV, Radio Soleil, Radio Tropique FM, des radios un petit peu communautaires, mais qui font leur métier, qui font leur boulot. Et au cours des régionales, on a quand même assisté à un phénomène intéressant aussi, c'est un début d'ouverture chez les journaux locaux, des journaux locaux. Avec d'ailleurs aussi quelque chose que je voudrais dire, j'en profite pour... Nous avons à l'UPR plus de 10 000 adhérents, plus de 10 200 adhérents. Il y a de tout à l'UPR. Pratiquement toutes les professions. Au moment où on a franchi les 10 000, j'ai publié un article où j'ai dressé la liste. On a le nombre de centaines de médecins, de professeurs, d'universitaires, de chauffeurs poids lourds, de dentistes, de pilotes de ligne, de cadres supérieurs, de cadres bancaires. Voilà, 10 000 personnes, c'est beaucoup. Donc les gens qui tapent sur l'UPR en faisant comme si c'était une secte avec un gourou, ils crachent au visage de ces milliers de personnes qui ont chacun leur individualité. Et croyez-moi que pour adhérer à l'UPR, en général, ce sont des gens qui ont de la personnalité et qui se sentent humiliés et offensés par ces attaques. Parce que les gens qui les attaquent ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Nous sommes un vrai mouvement de libération nationale qui est en train de se développer. Et nous attirons à nous ce que les Français les plus éveillés, les plus intéressés par défendre la République sont en train de créer. Eh bien, parmi eux, il y a des journalistes. Et il ne faut pas du tout se méprendre. Hein. Même parmi moi, j'ai rencontré des journalistes, même dans des médias qui après m'ont tapé dessus. Les journalistes que j'avais vus, il y en a un certain nombre que j'ai vus qui pensent... Enfin, ça se voyait. On avait sympathisé, en fait, ils étaient très d'accord avec moi. Sauf qu'après, parfois, c'est arrivé de voir un article qui avait été pourri par le rédacteur en chef ou par l'échelon supérieur. Donc ça veut dire que
là, j'ai du respect pour ces gens, parce que les journalistes, si vous voulez, ils sont comme tout le monde, hein, ils ont leur hiérarchie, ils sont comme les gens, voilà, il faut faire cuire la marmite. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le verre, il est dans le fruit. Ça veut dire qu'à travers toute la société française, de plus en plus de gens se posent des questions, et c'est tant mieux, et c'est le rôle des médias que vous avez cités d'y contribuer. Vous ne m'avez pas parlé spécialement de 2016 et de 2017. Pour nous, 2016, ça va être une année charnière, une année de consolidation. Il n'y a pas d'élection prévue, enfin, sauf peut-être quelques élections partielles. Je ne sais pas encore si on va y aller, parce que ça coûte cher d'aller aux élections partielles. Mais c'est l'année de la préparation de 2017. Alors 2017, c'est une grande année, c'est une année cruciale, puisque 2017, c'est l'élection présidentielle et les élections législatives. Donc le petit mot à dire à vos auditeurs, c'est que nous allons tout faire pour être présents à l'élection présidentielle, pour décrocher les 500 parrainages. Vous avez vu ce projet de loi absolument scandaleux qui est actuellement à l'œuvre pour essayer d'empêcher des petits candidats, entre guillemets, qui arriveraient à obtenir les 500 parrainages, pour leur retirer le droit à l'égalité du temps de parole, pour qu'il n'y ait plus que l'équité. Vous avez vu, c'est le projet de loi de Bourgeois. Donc c'est une honte, en tout cas pendant la période intermédiaire. L'égalité ne s'appliquerait plus que pendant les 15 derniers jours avant le scrutin, donc c'est tout à fait scandaleux. Donc on essaie de s'opposer à ça. Il y a également des manœuvres pour interdire aux équipes des petits candidats d'aller chercher eux-mêmes les parrainages chez les maires. Enfin, tout ça, c'est pour rendre la vie de plus en plus difficile aux candidats. Nonobstant tout ça, je pense, en tout cas, on va essayer de se donner les moyens. Enfin, on va pas essayer, on se donne les moyens pour tout faire pour que nous puissions être candidats à la présidentielle de 2017. Donc ça, c'est dans notre objectif numéro 1. Et puis un autre objectif que nous avons au cours de cette année 2016, dans la préparation de 2017, c'est de commencer à préparer les investitures pour les élections législatives. Puisque dans la phase d'ascension que connaît notre mouvement, participer à l'élection présidentielle, c'est vraiment le plus grand moment de la politique française. Il faut absolument que nous y soyons présents. Et si on y est présent et si on arrive à faire un résultat significatif, ce que je pense être le cas, je pense même que nous pouvons faire la surprise de 2017. Dans la foulée, les élections législatives, on essaiera d'avoir le maximum de candidats partout. Là aussi, c'est de faire la surprise. Et évidemment, ce qui aura derrière, notamment une des conséquences à en attendre, c'est que si nous dépassons 1% des suffrages dans au moins 50 circonscriptions, nous aurons accès au financement public, ce qui paraît tout à fait à portée de main maintenant, compte tenu des résultats qu'on a eus, surtout qu'on va continuer à croître d'ici là. Donc ça veut dire que, si tout va bien, en 2017, on devrait être l'une des, peut-être même la grande surprise de 2017, aussi bien à la présidentielle qu'aux législatives, et à sortir avec un mouvement très renforcé, y compris ayant ensuite accès au financement public. En tout cas, c'est notre stratégie.